La Châne des Bondons est un plateau sédimentaire, entaillé par des vallons, situé sur le versant sud du mont Lozère, entre ses crêtes granitiques et la vallée du Tarn. Le paysage est caractérisé par les deux puèches emblématiques d'Allègre et de Mariette. Philippe Galland, archéologue de la région Occitanie, nous présente le site dans le cadre d'une animation du Festival Nature. Le paysage qu'on voit aujourd'hui, donc c'est un paysage un petit peu de cosse et de montagne. C'est un paysage qui en fait est artificiel dans sa grande majorité, c'est-à-dire ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat de pratiquement 5000 ans de présence humaine sur un territoire, avec des pratiques économiques uniquement basées sur l'agriculture et l'élevage, ce qu'on appelle l'agro-pastoralisme. Donc vous savez qu'on est au sein des territoires qui ont été classés il y a maintenant 5 ans, ouais. au titre donc de l'UNESCO pour le patrimoine immatériel, donc au titre de l'agro-pastoralisme. Donc ces paysages ont en permanence été remaniés par l'homme. Et les premières personnes qui ont attaqué ce travail, ce sont les populations qu'on appelle de la fin du néolithique. Donc en gros on est aux alentours de 3000 ans avant notre ère, donc 5000 ans par rapport à nous. Et ces gens, en fait, vont venir s'installer sur des territoires qui ont été très peu occupés auparavant. Ils viennent s'y installer parce qu'ils ont des pratiques économiques qui sont relativement, qui ont besoin d'espace. Et ce que les gens sont le plus habitués à voir de ces peuplades-là, ce sont les monuments mégalithiques. C'est un petit peu la partie visible de l'iceberg. Et donc, en fait, c'est ces pierres dressées, ces dolmens. Aujourd'hui, il ne reste que ça pour l'œil qui n'est pas averti. Après, l'archéologue va plus loin parce qu'il prospecte d'autres secteurs. On a aujourd'hui des techniques qui nous permettent d'appréhender des dolines, des reliefs, on a des moyens mécaniques. Donc l'archéologie en tant que science de fouille, donc de terrain, va révéler certains sites qui ne sont absolument pas visibles. C'est le deuxième site mégalithique de France. 154 menhirs, un dolmen et une dizaine de tumulus y ont été découverts et recensés dans les années 1940. Le plus grand est un monolithe de 5 mètres de haut pesant 13 tonnes. Ils ont tous été taillés, souvent en forme d'ogive. Leurs arêtes ont été arrondies. Beaucoup de menhirs ont sans doute été débités au cours des siècles, servant de carrière de pierre. Dans le Midi méditerranéen, on n'a aucune concentration aussi importante. On connaît d'autres pierres dressées, on a des alignements, moi je travaille beaucoup sur le cos de Blandas, on en a aussi beaucoup. Mais les Bondons, c'est quelque chose de particulier. Cette particularité, on la doit à deux personnes. Déjà dans les années 40 au docteur Charles Morel, qui est le grand révélateur de la présence de menhirs sur le plateau des Bondons. Donc Charles Morel a fait un premier inventaire, une première carte, avec les moyens de l'époque. Donc c'est des gens qui travaillaient avec une connaissance et des moyens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Et là, donc le docteur Charles Morel a permis de protéger certains monuments, a fait un travail, je dirais, de découvreur et de premier protecteur. Et la deuxième personne qui a pris la suite du docteur Morel, c'est Gilbert Fage, donc qui était agent de la DRAC jusqu'à son départ en retraite il y a plus d'une dizaine d'années, par exemple. Et donc Gilbert a continué ce travail d'inventaire, ce travail de protection. Et si aujourd'hui sur le plateau des Bondons vous avez beaucoup de pierres qui ont été redressées, c'est grâce à Gilbert qui a pris le parti de dire quand on les laisse coucher, les paysans les enlèvent. Donc la meilleure façon de les protéger, c'est de les redresser là où elles étaient. La plupart des menhirs étaient couchés lors de leur découverte. Des écrits attestent que dans les premiers siècles de la christianisation, l'on abattait les menhirs pour éradiquer les cultes païens qui s'y rapportaient. Quelques menhirs ont été christianisés par l'implantation d'une croix à leur sommet. On regarde un bloc où ici on est sur un terrain calcaire et les menhirs sont à granit. Donc déjà on montre une incompatibilité géologique entre le support et l'élément. Et on s'aperçoit que bon, le granit après il n'est pas loin. Il n'est pas loin, ici on est à peu près à combien 500 mètres. Ouais. À 500 mètres on a des affleurements de granit. Donc il y a des granites, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de granites. Vous avez des granites qui vont s'éroder en boule, et d'autres qui vont se fracturer sur des pentes de diaclase qu'on appelle, et qui vont donner des formes assez allongées. Et en fait on s'aperçoit sur le cos des Bondons que les menhirs proviennent de ces affleurements-là.
C'est-à-dire que les gens avaient donc repéré déjà, donc ils connaissaient leur environnement, et ils sont allés chercher ces menhirs dans ces zones-là où il y avait des formes prédestinées. Donc il faut quand même creuser les saignées, il faut quand même essayer de casser la pierre dessous par des systèmes de couets, soit en percutant, soit en faisant gonfler des bois. Donc il y a des techniques. Mais toute technique demande une connaissance et la préparation. Et donc encore une fois, si les gens ont fait ça, et quand on voit la systématique avec laquelle ça a été fait, ça veut dire qu'il y a des techniques qui se transmettent. Hein, puis on revient sur le mot social. C'est-à-dire on communique, on échange, on fait ensemble. Une fois extraits et taillés, les menhirs devaient être déplacés, parfois sur plusieurs kilomètres. Cela nécessitait un groupe humain important et structuré, sans doute motivé par une forte croyance. Donc en fait, la majorité des menhirs n'étaient pas enterrés, mais simplement posés. Et donc là encore, maintenant, quand on commence à faire des fouilles sur des menhirs, on s'aperçoit que quand on les a en place, on a une préparation du support rocheux qu'il y a dessous. C'est-à-dire que le support est parfaitement traité pour correspondre à l'assise du bloc qui vient dessus. Donc on n'a pas des fosses de calage, mais on a simplement un aménagement de la surface du sol sur lequel la pierre va être posée. Voilà. Donc la plupart des menhirs étaient posés, c'est pour ça qu'on les trouve par terre. Après on a quelques menhirs enterrés. En général ce sont les menhirs de plus grande taille. Quand on regarde un petit peu notre histoire, quand on regarde la partie connue de notre histoire, on s'aperçoit que l'homme a toujours exprimé par la verticalité ses croyances. C'est-à-dire quand on veut monumentaliser quelque chose, on essaie de le dresser droit et le plus haut possible. Regardez les flèches des cathédrales, c'était à qui mieux mieux, à celui qui ferait la plus haute. Bon, mais quand ça tenait pas, on la faisait un petit peu moins haute, et quand elle tombait, on la refaisait un petit peu moins haute, mais l'histoire s'est construite comme ça. Quand vous regardez par exemple nos monuments aux morts, très souvent nos monuments aux morts sont des choses qu'on va essayer de dresser pour donner du prestige. Et en fait, ça c'est dans le cheminement intellectuel humain, où pour valoriser quelque chose, il faut le marquer donc, dans le subconscient, mais le marquer dans le territoire. Et donc en fait, dresser une pierre, faire l'effort d'aller chercher une pierre particulière, la dresser en certains endroits, et dans le cas particulier des bondons, ne pas la dresser seule, ben, c'est quelque chose qui est réfléchi et organisé. Donc en fait, ça témoigne de croyances. Après, quelles sont ces croyances? Ben, très honnêtement, on n'en sait absolument rien. Aujourd'hui, on fait dire à ces pierres ce que l'on veut. Il y a plein de choses qui sont dites sur les monuments qui sont totalement infondées et qui aujourd'hui ont pignon sur rue. En l'absence d'explications rationnelles sur le pourquoi de ces vieilles pierres, il nous reste l'imaginaire des légendes. Roger Hist et Catherine More nous proposent leur conte sur le site. Au pays des menhirs, on raconte que ces pierres dressées, ce sont des grains de sable qui ont été semés par quelques géants. Et elles auraient poussé là dans le sol comme des arbres. Et tout comme les arbres, on dit qu'elles sont vivantes. Et tout comme certains arbres, on dit qu'elles sont parfois habitées par des fées. Une légende précise même que chaque année, pendant la nuit la plus longue de l'année, le 21 décembre, on raconte que les menhirs quittent leur emplacement. Ils descendent les collines, ils vont vers les ruisseaux, et là, ils vont boire. Et cela pendant les 12 coups de minuit. La place qu'ils ont laissée vide, on raconte qu'elle est pleine de trésors inestimables. Et que s'il venait à l'idée de l'un d'entre vous d'aller y dérober ces trésors, il faudrait avoir la main sûre, ne pas hésiter, ne pas trembler, car au 12e coup de minuit, les menhirs se remettent en place, écrasant le voleur qui se serait attardé.